Donc je suis là pour vous parler des restes d'animaux d'un site tout à fait particulier, particulier dans beaucoup de sens et de directions. Un site très riche, très complexe, dont je vais n'évoquer avec vous qu'un aspect, à savoir celui des restes d'animaux. Il faut savoir que c'est un site qui a été découvert de manière fortuite suite à des évaluations sur une colline exploitée par une grande carrière qui n'était pas du tout attendue compte tenu du paysage et du manque d'informations sur le contexte archéologique local. Donc je ne vais vous parler que d'ossements animaux, je vais toutefois vous présenter l'ensemble très rapidement des mobiliers qu'on y découvre. Et je ne pourrai évoquer avec vous que des hypothèses sur la nature du site et sur les fonctions et les activités qui s'y sont déroulées. C'est un site qui est en cours de fouille depuis 2006, qui n'a pas été fouillé cette année, contrairement à d'habitude en fait, mais dont la fouille va reprendre l'an prochain. Donc il s'agit vraiment d'une démarche en cours, démarche en cours sur le terrain, et puis des marches en cours au niveau des études et des analyses. Tout ça fait qu'on est loin de la synthèse et que je ne peux pas vous proposer un dossier achevé sur cet ensemble. Alors ce site se situe à mi-chemin en fait entre les lacs Léman et de Neuchâtel, entre Lausanne et Yverdon, qui sont les deux points noirs que vous voyez ici. Site qui se situe sur une éminence, sur un plateau calcaire en fait, qui fait l'objet de l'exploitation par une des plus grandes cimenteries de Suisse, qui justifie la fouille, cette exploitation. Vous voyez qu'on est sur un plateau délimité par des parois assez abruptes, en fait, une espèce de fortification naturelle, mais sur laquelle on n'a pour l'instant aucune trace de rempart, aucune trace d'installation qui pourrait permettre de parler d'un oppidum, comme on serait tenté de le faire quand on voit les reliefs défendant naturellement cette colline. Alors, vous voyez ici une partie de la colline qui a déjà été mangée par la cimenterie et la zone rouge qui est déjà exploitée et qui va continuer à s'étendre dans les années qui viennent. Alors, voici une vision aérienne de cette colline avec, vous voyez, l'ampleur de la carrière qui est quelque chose de considérable, et ici une vue des premières années, enfin de la première année de fouille, avec ce qui ne ressort pas très bien sur cette vue, une zone délimitée elle-même par des petites falaises au sommet de la colline qui faisaient une sorte de creux en fait, dans lequel on a trouvé énormément de fosses, fosses qui ont été découvertes les unes après les autres, sans prospection préalable, et donc une fouille qui s'est déroulée de semaines en 15 jours successifs. La fouille était rallongée parce qu'on trouvait de nouvelles fosses, donc dans des conditions d'intervention extrêmement difficiles, pas du tout de programmation, et cette situation s'est poursuivie en fait de 3 semaines de fouilles en 2006 sur plus de 2 ans. Alors ensuite, les choses ont été mises à plat et depuis, les fouilles se passent dans des conditions plus normales, c'est-à-dire avec une programmation, des décapages préalables, des évaluations et donc des moyens humains et matériels adaptés aux fosses qui sont détectées sur le sol. Donc une intervention sur le terrain qui, dans les premières années, a été extrêmement mouvementée, d'un site qu'on n'attendait pas du tout, et surtout un site extrêmement riche en mobilier de toutes sortes, qui complexifie évidemment l'analyse, puisque là on a des quantités énormes de métal,
de meules, de céramique, d'ossements, qui posent évidemment des problèmes de gestion, d'analyse, d'étude et de stockage. Alors cette première vue aérienne, en fait, évolue beaucoup. La zone qu'on vient de voir était encadrée par le petit pointillé que vous avez ici. Vous voyez que la carrière avance. Et aujourd'hui, en fait, la carrière arrive à peu près à ce niveau-là. Donc tout ça est complètement détruit, ce qui fait que l'histoire topographique du site, elle disparaît en même temps que la carrière, et que c'est assez difficile de s'imaginer maintenant, quand on va voir le site sur le terrain, ce qu'il était il y a quelques années. Donc ça aussi, c'est une autre difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se replonger, retrouver les racines celtiques sur les lieux mêmes, puisque tout ça est devenu un grand trou, ce qui est assez frustrant et qui n'est pas non plus une aide à la discussion sur le terrain, puisque le paysage évolue de manière extrêmement forte. Alors un petit détail sur cette vue, c'est la présence de cette flaque d'eau, cet étang, cette mare, qui en fait signale l'emplacement d'une nappe phréatique. Tout ça a été recouvert d'une couche de moraine, nappe phréatique qui a été exploitée, et c'est à cet endroit-là qu'on a trouvé le plus grand nombre de fosses, donc dans cette dépression qui fait à peu près une quarantaine de mètres de diamètre. On y reviendra sur cette répartition des fosses et donc sur l'origine du creusement de certaines d'entre elles. Donc vous avez ici délimité en rouge la zone actuelle d'extension des fosses, donc qui sont creusées dans la moraine qui recouvre le calcaire. Le calcaire est extrêmement dur et a été entamé par les Gaulois ou les Helvètes ou les Celtes de l'époque de manière extrêmement superficielle. C'est-à-dire que les fosses en fait sont creusées dans la moraine jusqu'au calcaire, avec de très rares exceptions où le calcaire a été légèrement entamé. Il y a une exception avec une fosse qui a été creusée sur environ 1 mètre d'épaisseur dans le calcaire, ce qui représente un bel exploit pour les travailleurs. Alors voici un plan schématique de la répartition de ces fosses. La zone, donc les zones en jaune représentent grosso modo 3 hectares, donc des fosses qui se dispersent sur 3 hectares environ, d'une zone décapée qui faisait à peu près le double, c'est-à-dire environ 6 hectares. Alors je vous dis ces chiffres parce qu'en fait, en dehors de ces zones décapées, on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prospection, on n'a pas d'indication sur le paysage archéologique proche, en dehors des zones décapées. Et donc on est obligé de raisonner sur ce qui a été fouillé, ce qui est déjà beaucoup, mais on n'a aucune information de l'étendue potentielle du site à l'heure actuelle. La fouille va se poursuivre vers le nord-ouest dès l'année prochaine. Et donc là, les petites taches que vous voyez, ce sont ces fosses creusées dans la moraine, et celles qui sont surlignées sont celles qui contenaient des restes d'animaux. Alors un mot de la technique de fouille qui a été adoptée dès le début par les fouilleurs, donc, sous la direction d'Édouard Détriche, qui consistait donc, après décapage, on repérait les fosses par les différences de coloration de sédiments dans la moraine. Ces fosses étaient coupées en deux pour avoir accès à une coupe stratigraphique. Alors ça, c'était la vision stratigraphique. Seulement, il y avait sur le terrain des spécialistes, notamment des squelettes, que ce soit humains, Patrick Moinat, ou animaux, moi-même, qui trouvaient regrettable de couper en deux les squelettes pour des archéologues qui ne raisonnent qu'en stratigraphie. Donc, il y a eu d'importants débats sur la méthode de fouille, et en fait, on a adopté une méthode mixte qui a consisté à couper donc la fosse en deux jusqu'à d'éventuels dépôts construits ou importants ou en connexion, auquel cas on passait en fouille en plan et on reprenait la vision stratigraphique après que le plan ait été démonté dans son intégralité. Donc ensuite, cela obligeait à remonter des stratigraphies les unes au-dessus des autres, mais ça on arrive évidemment à faire maintenant de manière assez facile. Alors le décapage en fait a été fait en 2 temps, une partie par l'entreprise qui malheureusement a sous-traité ce travail à une autre entreprise qui était payée au volume,
ce qui fait qu'il y a eu tendance à avoir un décapage souvent les premières années très important et qui entamait largement des niveaux archéologiques, ce qui fait que pour toute la zone centrale en particulier, on n'a que les fosses, on a très peu d'indications sur les sols eux-mêmes de l'âge du fer. Et puis ensuite, la recherche de fosses se faisait à la mini-pelle, comme vous voyez là, et voici comment se présentent ces fosses. Donc vous avez ici une coupe. On voit donc les deux parois de la fosse qui atteint le calcaire et donc là-haut la surface. Et puis une autre ici où on voit les parois et ça atteint le calcaire. Donc vous voyez des fosses qui sont très souvent cylindriques ou ovales ou patatoïdes, mais très souvent donc à parois verticales, avec des modules de diamètre de 80 à 1 mètre, 80 cm à 1 mètre de diamètre, et puis des profondeurs extrêmement variables, la plupart en moyenne vers 2 mètres, 2 mètres 50. Les plus profondes doivent être de 7 mètres. Donc vous voyez que dans ces fosses, on a des successions de couches et puis des successions de dépôts de mobilier qui se succèdent en fait, souvent de manière très rapide si l'on en croit les indices stratigraphiques, les modes de comblement. Tout ça indique des comblements rapides dans lesquels on trouve à la fois des comblements naturels suite à des orages notamment, et des comblements volontaires, anthropiques, de rebouchage avec du sédiment. Alors voici donc le résultat de ces relevés en fait. Donc là on est dans des visions successives de niveaux fouillés dans une même fosse en fait. Une fosse qui a livré 2 crânes de chevaux, une patte de cheval et puis au fond une situle dans une anfractuosité. Donc ça c'est pour les vues en plan et la vue en coupe qui est restituée à la suite donc la succession des parties faites en coupe et des parties relevées en plan. Donc pour toutes les fosses on a documenté de cette manière leur comblement pour avoir la possibilité de retourner ensuite aux localisations de dépôt, à leur succession et à leur position dans les fosses. C'est-à-dire qu'on a des choses qui sont tout à fait au fond, comme cette situle retournée, et puis des choses qui vont apparaître à différents niveaux du comblement et qui constituent ces dépôts en fait, que l'on tente d'analyser. Alors voici par exemple un squelette de veau au fond d'une fosse. Donc là vous voyez le contour de la fosse qui apparaît parce que quand on atteint le calcaire, ça se distingue assez bien de la moraine qui est autour. Et on a un squelette de veau ici qui est un animal à l'origine complet dont une partie a disparu suite à la mauvaise conservation, c'est-à-dire qu'une partie des os a fondu dans le terrain. Il s'agit d'un animal assez jeune, aux os donc très spongieux, qui s'est partiellement conservé. Donc là, c'est l'étude de la situation, de la position du squelette. En fait, là, vous avez un squelette complet, malgré les apparences, qui est arrivé là, la tête la première, et qui s'est roulé sur lui-même au fond de la fosse. Et sont relevés. Donc, tous les dépôts ont évidemment été relevés donc par des systèmes maintenant classiques de photographie suivis de dessins et de relevés d'altitude. Alors dans ces dépôts, on y trouve une collection de mobilier extrêmement riche et varié, avec des récipients, donc des récipients en alliage cuivreux, pour ne pas dire en bronze, et de la céramique. Alors la céramique est étudiée par Caroline Brunetti, de la société Archiodunum, qui a été aussi en charge du terrain jusqu'à l'année passée. La céramique est extrêmement abondante. Après les ossements, c'est le deuxième type de mobilier
en nombre en fait, avec de la céramique sous forme de vase entier et de la céramique cassée, beaucoup plus classique, et puis de la céramique vraiment en petits éléments, en tout petits tessons, selon une tripartition en fait, qu'on va retrouver pour l'ensemble des mobiliers. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour les êtres humains, on va avoir des squelettes complets, on va avoir des parties de squelettes, on va avoir des os isolés. Donc c'est un mode de déclinaison qu'on va adopter pour caractériser l'ensemble des dépôts, y compris pour les meules par exemple, que cette typologie de fragmentation en fait. Là, il y a l'amphore du site qui est présenté. Il y a quelques tessons d'amphore, mais les amphores sont extrêmement rares sur ce site. Ce site, je n'ai pas encore dit, mais la céramique déjà, mais aussi et surtout le mobilier métallique, ainsi que des dendrochronologies, indiquent une fréquentation très brève, très ciblée, autour des années 100 avant notre ère. Alors, les dendrochronologies nous donnent même le détail avec des bois avec écorce des années 106, 105, 104 dans différentes fosses. Il est évident que la céramique donne des informations d'ordre chronologique, mais elles sont évidemment moins précises. Mais avec le métal, et en particulier par exemple les fibules, le métal qui est étudié par Gilbert Quesnel, tout cela converge bien pour indiquer une sorte d'instantané que la fréquentation de ce site. Alors c'est un instantané archéologique, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une milliardième de seconde évidemment, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se développe pas sur des décennies, plutôt au maximum sur des années, voire sur des mois, éventuellement des semaines. On ne peut pas le préciser à l'heure actuelle, mais tout indique une durée de fréquentation beaucoup plus brève que beaucoup de sites d'habitat ou de sanctuaires de l'âge du fer. D'autre part, un certain nombre de remontages, de collages de tessons d'une fosse à l'autre montrent effectivement qu'on a des fosses qui fonctionnent ensemble, qui sont ouvertes en même temps. Donc tout ça contribue à donner cette image d'une occupation brève. Alors une autre vue, alors ça sont des vues du musée hein, pour un certain nombre de publications grand public qui ont déjà eu lieu, qui vous donnent donc un aperçu de cette céramique qui comporte beaucoup de céramiques liées au service des boissons et des céramiques de stockage. C'est-à-dire que la préparation et la cuisson est un peu en retrait. Caroline Brunetti a montré ça vis-à-vis par exemple de l'oppidum d'Yverdon qui est très proche et dont la typologie se rapproche énormément de ce que vous voyez là. Donc on a quelque chose d'un peu orienté vers le stockage des aliments et vers la boisson. On a quelques vases peints, mais pas un mobilier extraordinaire, c'est-à-dire qu'il s'inscrit bien dans le registre de ce qu'on connaît régionalement. Autre mobilier important, c'est le métal. Donc, j'ai dit qu'il était étudié par Gilbert Quesnel, donc, qui est conservateur du musée de Lausanne, qui est le lieu d'évolution des collections du Mormon. Le mobilier métallique qui évidemment nécessite restauration, d'où un délai d'analyse décalé par rapport à d'autres types de mobilier. Donc pour l'instant, on n'a pas encore d'études de ce mobilier métallique. On commence à avoir des inventaires qui sont établis, mais on n'a pas encore de vision d'ensemble ni d'analyse de ce mobilier. Alors il est toutefois assez remarquable par la présence d'un certain nombre d'objets complets, grandes louches, récipients, barres métalliques, outils. Voici des exemples, des crémaillères, des pinces et puis des amas d'objets comportant des outils. Et également, la part un peu invisible de ce mobilier métallique sont des traces très récurrentes d'activités de métallurgie, de réparation, de fabrication, mais surtout de réparation, visiblement, des chutes qui dénotent une activité
sur des métaux, mais qui restent pour l'instant complètement à définir. Est-ce qu'on est en présence de restes de fabrication? Est-ce qu'on est en présence de réparation de chars? Est-ce qu'on est, ça pour l'instant, tout ça reste ouvert. Alors, vous voyez, l'état du mobilier après restauration est quand même assez extraordinaire. Là, on a des crémaillères. Je me rappelle d'une qui est sortie d'un niveau qui était resté en eau au centre du site, qui était quasiment toute neuve. On aurait pu la trouver sur une brocante aujourd'hui. Elle aurait pu dater du 19e siècle et elle sortait, elle a plus de 2000 ans. C'est assez exceptionnel. On a aussi ces entraves. Donc, qui là vont évidemment poser la question du statut des gens qui étaient sur le Mormon, et puis du statut des gens qui sont restés sur le Mormon, et de ces restes humains. Et donc là, un autre aperçu de ce mobilier, donc avec, vous voyez, beaucoup d'outils, des choses qui ont à voir avec la préparation des aliments, des choses qui ont à voir avec l'artisanat, un mors de cheval, différents donc, outils. Alors la caractéristique principale pour des gens de l'âge du fer et de la période de l'Athènes en Suisse, c'est qu'on n'a pas d'armes, alors qu'on est tout proche du lac de Neuchâtel, lac de Neuchâtel en aval duquel on a la station de l'Athènes, dont je vous rappelle qu'elle a livré tout le mobilier métallique qui sert à établir la chronologie du deuxième âge du fer. Au Mormon, on a, je crois, un fragment de boutreau, et c'est tout. Donc les armes sont absentes, ce qui est quand même assez curieux par rapport à l'abondance du matériel métallique. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des haches. Oui, alors les haches, effectivement, on peut s'en servir comme arme, mais elles sont complètement isolées de tout ce qu'on connaît de l'armement celtique classique, à savoir les épées, les lances, les boucliers, etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de très surprenant au niveau du métal, que cette absence d'armes. Bon, après, on a des assemblages. Celui-ci est assez spectaculaire. Il s'agit donc d'un petit seau en bronze avec des fers de hache qui sont coincés. On voit ici les yeux de ces haches qui contenaient encore des traces de bois, mais il est évident que les manches n'y étaient plus. Et quand l'analyse des bois a été réalisée, en fait, il s'agit de manches en noisetier qui ne passent pas pour le meilleur matériau pour faire un manche de hache. Donc, question assez curieuse qui se pose à propos de ce bel ensemble. Inutile de vous dire que les restaurateurs ont passé un certain temps pour arriver à extraire ces haches de ce récipient. Donc encore des récipients en bronze. Donc cette vaisselle est assez. Il y a une dizaine de situles sur le site, quelques grands chaudrons, 3 ou 4 je crois, qui composent donc un ensemble tout à fait unique pour la Suisse, mais également pour l'âge du fer dans une grande partie de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a peu de sites, ou pas de sites qui livrent ce type d'assemblage dans nos contrées. Donc là, on est face à un ensemble de mobilier tout à fait extraordinaire. Donc voici une autre de ces visions qui donne donc son caractère spectaculaire donc à cet aspect du mobilier du site, et donc sur lequel il va falloir revenir évidemment au niveau de l'interprétation. Que faire, quel sens donner à ces objets sur ce site. Autre mobilier d'abondance sur le site, ce sont ces meules. Des meules dont la plupart sont dans un grès coquillé qui vient d'un gisement qui n'est pas très éloigné du Mormon, donc pas loin du lac de Neuchâtel. Ces meules sont étudiées par Olivier Buchenschütz du CNRS dans le cadre d'un programme général sur les meules en Gaule. Donc là, on a plus de 150 meules, ce qui constitue aussi une des plus grosses collections, ou la plus grosse collection pour l'époque. Ces meules sont dans tous les états d'usure, c'est-à-dire qu'on en a des toutes neuves, on en a des usées, de très usées, de cassées.
Donc on a un peu tous les stades d'utilisation de ces moulins rotatifs en fait, qui sont clairement utilisés pour réduire les céréales en farine. Donc un aspect qui rejoint l'aspect alimentaire dont on verra plusieurs manifestations au cours de cet exposé. Ces meules sont assez souvent trouvées en amas, ce qui nécessite pour les fouilleurs des capacités musculaires importantes et donc une sélection particulière pour arriver à dégager et à surtout sortir ce mobilier, à le laver, à le marquer. C'est assez intéressant. Autre catégorie de mobilier importante sur le Mormon sont les restes humains qui ont été étudiés par Patrick Moina, dont la publication devrait sortir début de l'année prochaine. Donc des restes humains qui se présentent, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, sous diverses formes, qui vont du squelette complet aux fragments d'os, en passant par un certain nombre d'états intermédiaires, de dislocation. Donc de squelettes complets, on va passer à des squelettes incomplets, à des parties de corps, à des os isolés, puis à des fragments d'os, dont certains sont porteurs de traces, diverses et variées, et d'autres, notamment les squelettes complets, trouvés à peu près indemnes de traces, mais vous voyez que l'état des restes n'est pas toujours très favorable à la lecture de ces traces. Donc on est parfois dans des limites de détection de ces traces, et donc des limites à l'interprétation évidemment. Donc là vous avez un squelette d'un individu accroupi. On voit en particulier les fémurs et les tibias qui se superposent parfaitement, ou qui forment un angle très fermé. Individu accroupi. Alors l'accroupi à l'âge du fer, c'est une position de sépulture dans des contextes particuliers. On en connaît notamment en Suisse, à Avenches, à Siromance, dans les Ardennes françaises. Mais dans le cas de fosse cylindrique, c'est aussi un mode de repli naturel de quelqu'un mis debout dans la fosse. Donc est-ce que c'est du volontaire, cette position accroupie, ou du consécutif à la topographie des lieux? C'est difficile à dire. Et puis là, on a comme mobilier d'accompagnement ce petit caillou qui là aussi pose des problèmes évidemment lors de la fouille et du démontage. Autre vision des restes humains, ce sont ces parties de corps. Donc là, vous avez en fait les restes de deux individus, si je ne me trompe pas de phase de fouille, parce qu'en fait, il y en avait trois. Un était au-dessus qui a été démonté, et sur lequel vous voyez des extrémités d'os manquantes et remplacées par des traces de brûlure. Vous en avez ici sur les fémurs. Vous voyez aussi les têtes là-haut qui sont ouvertes avec des traces d'exposition à la flamme. Alors Patrick Moina a eu beaucoup de problèmes pour élucider ce dépôt et le scénario en fait qui a pu se dérouler autour de ces individus. Alors ces individus sont incomplets, c'est-à-dire qu'il leur manque des parties, en particulier les côtes sont sectionnées, les membres sont sectionnés, il en manque, et puis ces parties sectionnées en fait sont marquées par le feu. Donc on pense à des corps en partie découpés, exposés à la flamme. Donc ça a été un peu la première interprétation. Et puis la deuxième interprétation, lorsqu'il a poussé plus loin son analyse, il faut dire que Patrick Moina est quelqu'un d'extrêmement pointilleux et qui a été cherché très très loin de la documentation. Et en fait, il y a des analogies avec des gens exposés à des feux extrêmement violents et rapides. Et ça se trouve malheureusement dans les annales des médecins légistes, notamment dans certains accidents de voiture avec incendie immédiat, et qui provoquent des ruptures d'os, des explosions de crâne, et avec des brûlures un peu du même ordre. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a eu un accident de voiture au Mormon, hein, mais je veux dire que l'exposition de corps à un feu très violent
et très bref peut expliquer cet état de choses. Donc on n'est peut-être pas forcément dans du rôti découpé, on n'est pas forcément dans de la préparation culinaire, on peut avoir d'autres scénarios. Vous pouvez manifester, mais c'est comme ça. Et ensuite, un autre aspect important de ces restes humains est symbolisé sur cette vue, avec deux types de restes crâniens, en fait un crâne isolé, et puis ce que Patrick Moina a appelé les têtes coupées. Tête coupée qui, ici, est restée en connexion avec ses vertèbres cervicales, mais il n'y a plus la mandibule. Et par contre, il y a toutes les traces de découpe, qu'on ne voit pas sur cette vue, qui expliquent que la mandibule a été prélevée, non sans difficulté, pour donner donc cette pièce qu'on a trouvée au fond d'une fosse, accompagnant un pied de mouton qui se trouve au milieu. Par contre, l'autre pièce, le crâne isolé, il y en a toute une série sur le site, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres, hein, vous les avez dans la publication d'Archéothéma consacrée au site du Mormon, tous ces décomptes. Il doit y avoir une dizaine de crânes et il doit y avoir 4 têtes coupées, enfin quelque chose dans cet ordre-là. Les crânes, eux, on a plus de mal à connaître leur traitement. Est-ce qu'ils se sont décomposés naturellement? Est-ce qu'ils ont été décharnés? C'est plus difficile à dire. Par contre, là, on est sur du reste frais avec encore des ligaments entre les vertèbres. Donc on a un état de conservation qui nous donne une indication précise sur l'état de la tête lorsqu'elle est arrivée dans la fosse. Vous voyez que le dossier humain est assez lourd et on en reparlera encore un petit peu plus loin. Venons-en aux animaux. Voici un crâne de bœuf du Mormon. Le problème, c'est l'état de conservation d'une partie de ce mobilier. C'est-à-dire que à la fouille, on avait des choses comme ça, pour lesquelles il était évidemment assez difficile de préciser le sexe, l'âge, la façon dont l'animal est mort, etc. Donc on a un matériel qui n'est pas toujours bien conservé, loin de là. Et lorsqu'il est bien conservé à la fouille, lorsqu'il se dessèche, voici ce qui se passe. On a des fissurations et qui deviennent catastrophiques au cours du séchage, jusqu'à donner ce type de choses. Donc quand on a constaté ce phénomène, on s'est dit il n'y a pas 36 solutions. Le matériel étant bien conservé sur le terrain, explosant après lavage et séchage au dépôt, on a étudié le matériel, on l'a enregistré sur le terrain dès la fouille, puisque là, à la place de cet amas de fragments éclatés, on avait sans doute que quelques os parfaitement reconnaissables. Donc l'enregistrement s'est fait sur le terrain, avec un certain nombre de limites, évidemment, dues à cette procédure, notamment pour l'étude des traces, puisque le matériel n'étant pas lavé, on n'a pas pu relever les traces sur l'ensemble du mobilier. Donc des limites très dures, dues à cet état de conservation. Alors pour donner un ordre de grandeur, en fait, on a à peu près, le matériel se répartit à peu près en 3 lots, un tiers de choses comme ça, un tiers de moyens entre guillemets, puis un tiers de bon qui a pu être lavé et étudié dans de bonnes conditions. Alors quand on parle d'ostéologie animale, évidemment, l'archéologue ne peut pas s'empêcher de compter ses os et de... Donc là, ici, je vais vous simplifier les choses en ne parlant que de nombre d'individus. Nombre d'individus que j'ai séparés en les animaux qui sont représentés par des os isolés, les animaux représentés par des squelettes et les animaux représentés par des carcasses. Alors carcasse ici, ça veut dire des squelettes incomplets. Donc vous avez ici le total général des animaux du Mormon, avec, vous voyez, une très forte domination du bœuf, et puis ensuite un deuxième lot d'animaux avec le cheval, le porc et les caprinés, entre 40 et 60 sujets, et ensuite le chien, 7, et puis après des animaux très peu représentés, comme la volaille, et puis des animaux sauvages représentés par une ou deux pièces, souvent d'ailleurs une seule,
comme l'ours, le loup, le cerf, le chevreuil. Donc un spectre d'animaux qui, comparé à des faunes gauloises de l'époque, surprend par la relative abondance des animaux domestiques. Par contre, la relative rareté du chien, que normalement on va trouver dans des quantités assez équivalentes au cheval. Ici, vous voyez que le chien est très peu représenté, très peu de volailles. Par contre, la place des animaux sauvages est toujours assez réduite dans les faunes de l'Agifère. Toutefois, ici, on a un spectre un peu particulier avec l'ours et le loup, qui sont des animaux très rares. Et dans le contexte où il y a vraiment très peu de choses, la présence de ces deux espèces dénote un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est la très grande abondance. Donc environ la moitié des animaux sont des bœufs, qui donnent donc un peu l'image du faciès de ces fosses. Donc là, s'il s'agit d'un décompte partiel qui est celui de la publication, on a décidé de publier les fouilles de 2006 à 2011, parce qu'on s'est dit que si on attendait la fin des fouilles, plusieurs intervenants étant déjà proches de la retraite, on n'arriverait jamais à bout. Donc on a décidé de publier les fouilles de 2006 à 2011, et donc là vous avez un décompte partiel jusqu'en 2011. Mais depuis, le nombre de fosses trouvées est quand même beaucoup moindre que les 197 qui sont traités ici. Alors ces bœufs, en fait, on s'est tout de suite intéressé à leur mode de sélection. Donc là, il s'agit des âges qui vous montrent une population avec quelques animaux très jeunes, une majorité d'animaux entre 1 et 4 ans, centrés autour de 2 ans, qui sont des bêtes de boucherie par excellence, et puis des animaux plus vieux, qui sont les réformés. Donc là, la structure d'un troupeau tout à fait en ordre de marche, c'est-à-dire qu'on n'a pas une sélection, soit d'animaux de 2 ans, comme sur certains lieux de sacrifice gaulois, je pense par exemple à Fecq en Seine-Maritime, où tous les bœufs ont entre 2 ans et 2 ans et demi. Ici, vous voyez qu'ils sont noyés dans une courbe de gestion beaucoup plus large. Ça rappelle tout à fait les courbes de gestion qu'on peut avoir sur un établissement rural. On n'a pas donc cette sélection soit d'animaux très jeunes, soit d'animaux très vieux, comme on a à Gournay pour les bœufs non consommés dans le sanctuaire de Gournay, où on n'a que des très vieux. Ici, vous voyez, on a vraiment une courbe d'âge, distribution d'âge tout à fait normale. De même pour la composition en sexe, on a 2/3 de vaches, 1/4 de taureaux, 10% de bœufs. Là aussi, on n'a pas de sélection, soit de mâles, soit de femelles. On a une composition mixte, tout à fait en accord avec un troupeau en état de marche. Donc quelque chose qui est caractérisé par l'absence de sélection à ce niveau. Par contre, la sélection, on en a au niveau des os. Et là, sont comparés d'une manière un peu comment dire, un peu difficile, la distribution des os de bœuf en bleu et puis la distribution des os de chevaux en rouge, qui vous montre que pour le cheval, en fait, tous les os sont représentés de manière équilibrée. Alors que pour le bœuf, on voit qu'on a énormément de mandibules, mais aussi des scapulas et des humérus. Donc on a des sélections d'os de bœuf qui n'ont pas cours du tout pour le cheval, qui est pourtant un animal de taille comparable sur le site. Donc là, il y a un phénomène important au niveau de la composition des échantillons. Alors j'ai aussi regardé rapidement un autre critère de sélection qu'on a mis en évidence sur certains sanctuaires, qui consiste à privilégier des os droits par rapport à des gauches sur un certain nombre de lieux de culte. Alors ici, on a une petite tendance à avoir un peu plus d'os droits, mais les degrés de signification, c'est-à-dire là où le trait ne passe pas la barre des 50%, sont très rares, en fait, les cas significatifs, mais on voit que malgré tout, il y a quand même une petite tendance à avoir plus de droits que de gauche.
Donc si on était en sciences dures, comme on disait tout à l'heure, on dirait ben non, il n'y a pas de sélection. Comme on est en sciences humaines, que tout est un peu à droite, on dit il y a un peu de sélection. Et puis quand on cherche un peu, ben, on voit en fait qu'on a plus de sélection quand on est loin du centre du site, on y reviendra tout à l'heure, que quand on est au centre où les choses sont beaucoup moins sélectionnées de ce point de vue. Donc vous voyez comment je navigue, hein, des critères pas significatifs, j'en sors quelque chose quand même qui semble s'organiser sur l'espace du site. Voilà, vous ferez votre opinion sur mon sérieux. Alors ces dépôts, en fait, ensuite on a essayé de les caractériser avec plusieurs approches. Donc là je vous présente la fiche synthétique de la base de données qui essaye de rassembler en un même lieu l'information stratigraphique et la composition des dépôts selon un mode schématique. Je vous rappelle qu'on a pour l'instant, enfin maintenant on a plus de 200 fosses. Donc ça demande une gestion extrêmement lourde. Hein. Je pense que si on choisissait bien une fosse du Mormon pourrait donner lieu à une monographie. Là on en a 200, donc on a des problèmes d'échelle assez difficiles. Donc là on a représenté donc, sur les coupes stratigraphiques ce qu'on a appelé des ensembles mobiliers. Pour ne pas parler de dépôts, en fait c'est la même chose, mais dépôt c'était connoté, ensemble mobilier. Après négociation, on a trouvé que c'était plus neutre, c'était mieux. Et donc ces ensembles mobiliers, on a représenté leur composition schématique sur le côté. Donc ça, c'est ce qui va faire l'objet du premier volume de la publication du Mormon, le volume 1, qui va sortir l'an prochain, que la description des structures et donc de la composition de ces dépôts. Alors dépôts qui se présentent, par exemple ici, un dépôt de fond de fosse, avec des parties, vous voyez, des morceaux de carcasse de bœuf, surtout des séries de côtes, une tête ici, un crâne humain là-haut. Cette tête, en fait, elle avait conservé sa branche de mandibule, là-haut, qu'on retrouve ici, et qui recolle avec une mandibule qui vient du dépôt qui recouvre tout ça. Donc voici une vue. Donc là, on est en face de ce qu'on a qualifié d'amas culinaire, parce que ces os, ils sont porteurs de traces de découpe, quelquefois de traces de cuisson. Ils sont mêlés avec des charbons de bois, il y a des tessons de céramique, et pour les animaux en particulier, tout ça relève manifestement de la consommation. Alors consommation qui sont parfois d'une ampleur très impressionnante. Ce sont plusieurs dizaines, voire centaines de kilos de viande qui sont mis en jeu dans certains de ces dépôts. Et ce sont des amas qui sont des instantanés, c'est-à-dire que là-dedans, on a des petites parties en connexion qui montrent qu'on est en face d'un dépôt primaire et non pas d'un ramassis d'os collecté sur différents paquets, que ça est mis en place en une fois et donc implique un repas d'une ampleur considérable. Donc ça, c'est la forme de dépôt, une des formes de dépôt les plus répandues du site que ces amas culinaires. Voici en relevé ce que ça donne. Alors l'intérêt de ce relevé, c'est qu'il y a un os qui est marqué en vert là, ici, là, qui est un os humain, un tibia, et qui porte une trace de découpe. Alors un os humain qui porte une trace de découpe dans un amas qu'on a qualifié de culinaire, vous voyez la question qui arrive, est-ce qu'on en a mangé? Alors Patrick Moina a aussi eu beaucoup de problèmes avec cette question, et maintenant bon, il admet, et les collègues admettent maintenant qu'il y a eu de l'anthropophagie sur le site du Mormon. Pour en revenir aux animaux, on s'est intéressé aux différentes traces de traitement de ces animaux pour les comparer. Parce que je vous ai dit qu'il y avait énormément de bœuf dans ces dépôts, mais il y a d'autres espèces, y compris le cheval et le chien, qui sont consommés. Mais vous voyez que les traitements sont différents. Par exemple, le pourcentage d'os découpés est beaucoup plus important chez le bœuf que chez tous les autres animaux. Par contre, les taux de fragmentation sont beaucoup moins importants pour le cheval que pour le bœuf. Donc vous voyez qu'il y a des traitements spécifiques, tout n'est pas traité de la même manière, y compris
pour les os brûlés, qui touchent essentiellement le chien, puis le porc, alors que les os calcinés, donc les os blancs, au-dessus il s'agit d'os bruns ou noirs, les os calcinés, vous voyez, ne touchent pas le cheval, par exemple. Donc il y a un traitement culinaire qui s'applique à toutes ces espèces, mais avec des spécificités, malheureusement de répétition, qui distinguent en particulier le bœuf des autres animaux. Donc il y a des traitements spécifiques qui s'appliquent à ces animaux consommés. Alors en dehors de ces déchets culinaires, on a trouvé un certain nombre de pièces particulières que j'ai listées pour voir comment tout cela s'organisait à la fois pour chacune des espèces et à l'échelle du site, voir si on pouvait tirer quelque chose de ces pièces particulières que sont par exemple les crânes complets qui ont été distingués, comme je vous l'ai dit précédemment, entre crâne, c'est-à-dire juste le crâne sans les mandibules, et tête osseuse, c'est-à-dire des têtes avec les mandibules ou des vertèbres. Donc vous voyez qu'on a surtout des crânes, on en a pour toutes les espèces, avec des fréquences différentes selon ces espèces. Alors ici vous avez un exemple de dépôt avec un crâne d'étalon, ici reconnaissable à ses canines, et un crâne de jument, deux animaux de 5 ans qui sont déposés là à côté de deux grosses pierres. Voilà. Autre cas, ici un dépôt avec un crâne de bœuf qu'on voit en haut, un crâne de porc ici, le tout recouvert par une céramique et une mandibule de bœuf. Autre cas qui associe un crâne humain et un crâne de vache et un ensemble de pierres. Donc on a ce type de dépôt qu'il va nous falloir intégrer dans l'histoire générale du site. Alors plus exceptionnel est ce crâne d'ours, plus exceptionnel parce que l'ours est un animal qu'on rencontre assez peu sur les sites de l'âge du fer. En fait, on le connaît surtout sous forme de griffes dans des sépultures incinération plutôt aristocratiques. Et on en connaît quelques restes ici et là. Donc là, on a un crâne complet avec des traces de coups. Il a reçu un coup de lance, il a été décapité, donc un animal qui a une histoire assez lourde. Et puis vous voyez ici, l'alvéole de la canine est vide, et cette canine a été retrouvée dans une autre fosse, à quelques mètres de là. Donc elle s'est détachée, il s'agissait d'un crâne sec, et donc la dent a été enfouie dans une autre fosse. Autre pièce remarquable, mais malheureusement sur une structure qui s'est effondrée, était ce crâne de loup, enfin cette tête osseuse de loup, puisque là on a le crâne et mandibule, d'un jeune loup en fait, qui est aussi une pièce assez remarquable, parce que le loup également, malgré sa probable abondance à l'âge du fer, on le retrouve assez peu sur les sites archéologiques. Donc là on a une tête qui a été enfouie dans une fosse. Après ces têtes et ces crânes, je me suis intéressé aux ensembles anatomiques, donc qui sont des parties de corps, donc avec des choses assez classiques dans un domaine de découpe bouchère. Donc là, ce qu'on appelle en boucherie française des crosses, donc qui sont les os du tarse, donc l'extrémité du tibia avec talus et calcanéum, donc qui sont des parties d'animaux découpés dans le cadre de la boucherie. Donc ça, on a vraiment quelque chose là de très classique que ces tarses. On voit au passage qu'on a des petits bœufs, et puis on a un grand bœuf, et on a de même, j'en ai pas parlé, des grands chevaux, quelques grands chevaux parmi un troupeau de chevaux caractéristiques de l'âge du fer, et puis des analyses isotopiques en cours dans le cadre d'une thèse par Pauline Nuviala montrent que certains de ces animaux ont une origine
méditerranéenne. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est que cette thèse montre que certains grands chevaux ont une origine locale et que certains petits chevaux ont aussi une origine méditerranéenne. Donc, le beau modèle qui faisait arriver les grands chevaux du monde méditerranéen au milieu de petits chevaux gaulois, manifestement, il est plus compliqué que ce qu'on pensait jusqu'alors. D'autres parties sont ces pieds de bœuf qui, lui, a été cuit visiblement avec donc des traces de brûlure en partie proximale. Et puis des choses moins fréquentes, moins courantes que sont ces séries de côtes en connexion alors qu'il n'y a plus de vertèbres, donc ça a été sectionné, mais malgré tout les côtes sont restées en connexion. Donc là on a quelque chose qui a été déposé alors qu'il y avait encore au moins des membranes pour les relier. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans des dépotoirs d'habitat qui dénotent ici. De même cette série d'extrémités de côtes de bœuf. Donc là on a toute une série donc, qui était manifestement reliée encore avec des membranes et trouvée dans un amas de céramique. Assez classiques également sont ces extrémités de pattes de chien. Donc là on est à la base d'un amas. Dans l'amas qui vient au-dessus, on a trouvé les restes du chien découpés, consommés. Et donc là on est en face des traces donc, de prélèvement de la peau avec élimination des extrémités, comme on connaît assez bien à l'âge du fer, puisque le chien est un animal de boucherie avant toute chose à l'époque. Donc là, on a quelque chose d'assez classique. Donc on a trouvé les 4 pieds du chien à la base de l'amas, donc on imagine bien que la succession des opérations. Ces chiens sont des chiens gaulois, c'est-à-dire des chiens qui n'ont pas encore de traces d'une sélection volontaire marquée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ni de cocker, ni de lévrier, ni de je ne sais quoi. Ce sont des chiens de rue, des chiens de gouttière, on pourrait dire, sans sélection, de taille petite à moyenne, et qui sont donc avant tout des chiens de boucherie. Ils sont tous tués très jeunes, et donc pas du tout des chiens de compagnie, des chiens de chasse, des chiens de berger, des chiens qui seraient âgés. Là, on n'a que de l'animal de boucherie. La dernière catégorie est celle des squelettes. Donc, vous voyez, la part des squelettes est variable selon les espèces. On a relativement peu de squelettes de bœufs, alors qu'on en a beaucoup pour les chevaux. Plus de la moitié des individus, plus de la moitié des chevaux sont représentés par des squelettes, alors que c'est à peu près 10% pour les bœufs. On en a un peu plus pour les caprinés et on en a pas mal pour les porcs, ce qui jusqu'à le repas de ce midi était exceptionnel. Mais Eugène m'a dit qu'il en avait aussi toute une série de squelettes, alors que sur les sites gaulois, les squelettes de porc sont relativement rares, voire très rares, parce que l'animal, il est avant tout consommé, et quand il est consommé, il est découpé et qu'on ne trouve pas son squelette entier. Donc là, on est manifestement en présence de quelque chose de très particulier. Alors ces squelettes, on va les trouver à différents niveaux. Donc par exemple ici une fosse. Vous voyez comme il y avait beaucoup de squelettes, les archéologues et les anthropologues ont eu le dessus sur les archéologues à coupe stratigraphique, donc la coupe est vide là. Alors maintenant on est très fâchés parce qu'on n'a pas de coupe, mais bon. Et à la base on avait un squelette de chèvre, sans tête, et au-dessus un squelette de cheval, une grosse pierre et un squelette humain. Puis les silhouettes ici en fait ne sont pas très bien choisies, représentent la présence d'ossements. Mais je vais surtout m'intéresser donc au cheval du deuxième ensemble mobilier, qui se présente comme ça. Donc ça, c'est un des niveaux de démontage de cet animal. Donc vous voyez la complexité de la fouille. On est obligé donc de travailler par niveau, de faire un premier démontage, de refouiller, de faire un deuxième démontage, de faire un troisième, et je crois qu'on en a fait 5 pour cet animal, pour arriver à le dégager complètement. Vous voyez, sa situation est extrêmement c'est très difficile. On voit ici qu'on a quand même la première cervicale, la suite de cervicales en connexion, les thoraciques là-haut.
Donc un peu de connexion ici. On voit la scapula tout en haut, l'humérus, le radius et la patte qui sort ici. Donc des connexions, mais quelque chose qui paraît quand même extrêmement complexe, avec en particulier la tête entre le fémur et le bassin. Je ne sais pas si quelqu'un a fait du cheval ici dans la salle, mais arriver à mettre la tête du cheval entre le bassin et le fémur, ce n'est pas quelque chose de très facile. Autre vue plus descendue du même dépôt, qui vous montre en particulier donc, les vertèbres thoraciques en connexion. Et en fait, l'analyse de l'état de connexion subsistant dans la fosse, qui est symbolisée ici, montre qu'on a quand même une bonne partie de l'avant-main, du thorax et du cou en connexion, et que les choses sont beaucoup plus disloquées vers la tête et vers l'arrière-train. Et en fait, je pense que cet animal est arrivé dans la fosse complet, en connexion, par l'épaule. Donc l'épaule, elle repose en dessous, l'épaule gauche, et puis la tête devait être verticale avec son cou le long d'une paroi, le train arrière également en l'air, et tout ça s'est décomposé et tombé. Et à la fin du phénomène, en fait, représente un dépôt d'une quarantaine de centimètres d'épaisseur, d'où cette concentration d'os extrêmement difficile, mais qui en fin de compte relève bien d'un animal déposé complet dans la fosse. Un autre cas est celui de ce cheval qui lui est rentré la queue la première. Donc là vous avez le bassin et les fémurs, donc vous avez différentes tentatives de restitution, y compris en 3D, de la position de cet arrière-train. Donc assis en tailleur au fond de la fosse, et puis tout en haut la tête, avec le même phénomène de tassement, mais préservation suffisante des connexions pour penser qu'il ne s'agit pas d'un tas d'os de chevaux balancés dans la fosse, mais bien d'un animal arrivé là complet. Donc c'est un peu la difficulté dans ce type de contexte, en fait, de faire la part entre ce qui s'est passé avant le dépôt dans la fosse et ce qui s'est passé lors du comblement, de la décomposition et du tassement de ces animaux dans les fosses. Donc là, il y a tout un enjeu qui est extrêmement difficile parce qu'il faut restituer les étapes, vous voyez, à partir des relevés successifs pour arriver à remonter à ces scénarios qui sont parfois très complexes. Un dernier exemple, je pense, d'un cheval qui, lui, s'est roulé sur lui-même. Vous avez ici la colonne vertébrale, et en fait, l'animal a pris une position quasi circulaire en fait, dans la fosse, avec la tête à la base, qu'on commence à apercevoir ici, et puis, vous voyez, la colonne vertébrale qui fait une sorte de spirale, et les membres sur les côtés. On voit aussi comment ça se représente en différents dépôts successifs, donc du plus profond au plus superficiel. Là, il s'agit du grand cheval dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ce grand cheval est... Ce grand cheval était complet, sauf qu'il lui manquait un membre, membre qui a été retrouvé dans une autre fosse. Donc quelque chose, il a été sectionné et déposé dans une fosse voisine de celle du reste du squelette. Donc sur cette vue, vous avez d'autres remontages entre des ossements qui vous montrent donc le fait que des fosses étaient ouvertes en même temps et ont été comblées simultanément. Donc différents scénarios pour l'arrivée de ces animaux. Donc il faut penser en fait à des positions initiales comme ça qui vont donner donc les dépôts complètement compressés qu'on a pu voir. Alors pour le bœuf, on a une exception, c'est un animal qui a été mis dans une fosse dont la base a été élargie, et donc là on voit la conservation d'une position assez facile à lire en fait, d'un animal couché sur le flanc droit avec la tête tournée vers l'arrière, donc quelque chose qui est exceptionnel du fait donc d'une fosse qui a été élargie à la base en arrivant sur le calcaire.
Et puis l'autre extrême, cette vache, dans un état de dislocation un peu extrême, celle-ci manifestement a été déposée après s'être décomposée en dehors de la fosse. Donc là on a même des indices de traction de la carcasse dans cette fosse. Donc là on a une décomposition à l'extérieur de la fosse. Le temps avance. D'autres dépôts extrêmement complexes ont aussi été fouillés, donc là je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils sont extrêmement difficiles. Il s'agit de dépôts de carcasses, donc là à chaque fois je vous ai présenté un seul animal à la fois. On a des dépôts qui contiennent des restes, en particulier la fosse 542, de 5 chevaux, une vache, 2 moutons, un cochon, donc dans un diamètre d'1 mètre, et sur une épaisseur de 50 cm. Et là, on avait donc enfoui des carcasses entremêlées. Et donc là, il a fallu, pour ce dépôt, 5 semaines de fouilles et de relevés donc pour faire 50 cm. Donc on a plusieurs de ces dépôts également sur le site qui, là, montrent à l'évidence que les animaux n'ont pas été mis entiers dans les fosses, mais que ce sont bien des parties de squelettes complètement décomposées qui ont été entassées, imbriquées les unes dans les autres sur le site. Donc voilà, j'ai fini avec cette présentation des dépôts vus un peu un par un. On n'en a pas vu 200, on n'aurait pas le temps. Maintenant, je vais passer à une autre dimension, c'est-à-dire qu'on va prendre un peu d'altitude et on va s'intéresser à la répartition des choses sur la partie fouillée du site. Donc voici la distribution des quantités de vestiges sur le site. Donc la zone centrale dont je vous ai parlé avec les fosses profondes qui descendent jusqu'à l'eau et parmi lesquelles on trouve des puits. L'avancée vers l'est, par où la fouille a commencé, et puis les zones fouillées depuis 2007-2008, qui vous montrent qu'on a beaucoup moins de fosses, mais qu'on a également des ossements, et qu'on a les mêmes phénomènes en fait que ce qu'on a notamment malgré le relief. Là ici vous avez une éminence assez élevée en fait qui fait que cette zone du site elle est invisible de celle-ci. Donc on a un site qui au niveau de la topographie n'est pas dans une unité puisqu'on ne voit pas, on ne se voit pas d'un endroit à l'autre tellement il est étendu et tellement il y a de relief. Mais malgré tout on trouve les mêmes phénomènes. Alors après, bon, il y a tout un tas d'approches qui ont été tentées sur la répartition des différentes espèces, des différents morceaux, des crânes, etc. Certaines de ces distributions apportent des éléments d'organisation spatiale, mais il est évident que toute cette approche la distribution en fait devra être revue avec l'ensemble du mobilier archéologique. Ce que je vais vous montrer là, une nouvelle fois, ne concerne que l'animal. Donc vous voyez du bœuf, on en a partout, mais curieusement, vous voyez qu'au centre, on a beaucoup de fosses, mais ce n'est pas là qu'on en a le plus. En fait, on a des dépôts de bœufs relativement modestes au centre de ce cercle ici, alors qu'à la périphérie, on a des dépôts assez importants, et puis dans les zones extérieures, on a des dépôts très importants. Donc on a manifestement une répartition, on n'a pas du tout quelque chose d'uniforme, et ceci en plus ne tient pas compte du volume des fosses, parce que les fosses les plus profondes se trouvent ici, donc si on avait une densité équivalente, comme les fosses sont plus profondes, on devrait avoir beaucoup plus d'os que dans les secteurs où les fosses sont moins profondes, en particulier toute la partie occidentale du site, où malgré des fosses peu profondes, on a beaucoup d'os de bœuf. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la répartition qui apparaît. Vous voyez tout de suite que c'est l'inverse pour le cheval, où on a très peu de restes de chevaux à l'extérieur de la zone centrale, avec une exception ici. Donc manifestement, il y a une géographie spécifique. Les choses ne sont pas réparties uniformément sur le site. Ces images, en fait, mélangent
l'ensemble des restes de chevaux, c'est-à-dire consommés, pas consommés. Ça vous donne une image de la répartition de ces animaux. Alors du fait de cette localisation particulière des os de chevaux dans la partie centrale du site, ça a donné ça qu'au début j'étais très content d'avoir trouvé que les chevaux étaient enterrés plus profondément que les autres animaux. Donc là c'est gradué en profondeur de fosse. Vous voyez que les animaux sont tous en moyenne vers 1,75 m de profondeur, alors que les chevaux sont à plus de 2 mètres. En fait non, c'est juste un effet de géographie. Comme les chevaux sont dans les fosses centrales qui sont les plus profondes, ils sont effectivement plus profonds. On n'a pas pris soin d'enterrer les chevaux plus profonds dans les mêmes fosses. En fait, c'est parce qu'ils sont au centre, là où les fosses sont plus profondes, qu'on a cette image moyenne. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais en tout cas, je pense que la dimension spatiale l'emporte sur la dimension stratigraphique. Alors les crânes et têtes osseuses, en fait, sont assez intéressants au niveau de cette géographie de l'espace, parce que vous voyez que les crânes, en fait, ils se concentrent presque tous dans la zone nord du site et qu'on n'en a pas, ou presque pas, sauf deux petits cochons, dans la partie sud-ouest. Donc là, on a quelque chose qui apparaît. Voyez qu'une nouvelle fois, on n'a pas de crâne au centre du rond avec la très forte densité de fosse, qu'on en a à la périphérie, mais pas en son centre. Quand on simplifie un peu la chose en ne prenant plus que les crânes de bœuf en bleu, bœuf bleu, je crois que c'est une dénomination que Jean Bourgeois m'a fait découvrir. Les crânes de bœuf, vous voyez, dessinent une belle couronne autour de la zone circulaire, alors que les crânes de chevaux, ils sont plus orientaux. Donc là aussi, il se passe quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Au passage, vous avez une petite étoile ici, qui en fait est le centre géographique qui va servir à faire des mesures de distance moyenne par rapport au centre d'un certain nombre de dépôts. Puisque là, vous voyez que la zone centrale, dans son centre, ne contient pas grand-chose, qu'il y a des effets de couronne. Eh bien, je me suis amusé à faire des mesures de distance par rapport au centre d'un certain nombre de phénomènes sur lesquels on va revenir. Les squelettes, non, pareil, bœuf et cheval. Vous voyez qu'il y a une concentration de chevaux extrêmement centrale, que les bœufs sont plus périphériques. Donc là aussi, on a un élément de géographie. Un dernier, ou presque, avec les cochons, les moutons et les chèvres, qui vous montre aussi l'intérêt de la périphérie de la zone centrale par rapport à un quasi-désert extérieur. Et puis enfin, les carcasses, ces dépôts donc, qui contiennent énormément d'animaux dans des espaces extrêmement contraints, sont également périphériques, mais eux en dehors de la zone centrale. Donc manifestement, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'espace. On n'a pas une répartition uniforme, équivalente des dépôts. Alors vous avez vu, je vous ai rappelé très rapidement la répartition spécifique, la répartition des crânes, la répartition des squelettes. Tout ça, manifestement, s'organise et s'organise autour du centre, puisque dans le centre, on a vu que bien souvent, on n'avait pas grand-chose. Alors quand on pousse un peu plus dans le détail, mais je vous rassure, on ne va pas aller trop loin là-dedans, on a en fait une sorte de frontière qui se dessine entre une zone où on a des squelettes complets et puis la zone où on a des restes d'animaux consommés. C'est-à-dire qu'on a, malgré le nombre de fosses où on a des dépôts successifs dans la même fosse, on n'a pas de superposition de squelettes et d'amas culinaires. Les squelettes sont plus centraux que les amas culinaires. Donc tout ça m'a amené à essayer de voir, à essayer
d'organiser cette périphérie ou cet effet entre le centre et la périphérie du site. Et je me suis amusé donc à calculer à partir de la petite étoile que je vous ai montré tout à l'heure les distances moyennes d'un certain nombre de types de dépôts par espèce. Et on voit effectivement apparaître des choses qui montrent qu'on a des animaux qui sont plus centraux, le cheval et porc, que d'autres, et que d'autres sont très périphériques, en particulier le chien, vous voyez, qui est très éloigné du centre. Donc il y a des effets de couronne, de dispersion, d'éloignement, qui renvoient sans doute au statut des animaux. Et puis, pour chacun des animaux, on voit qu'on a des différences entre la position des squelettes de porcs et de chevaux, qui sont plus centraux que le reste de leurs éléments, donc des crânes, des os, des ensembles anatomiques. Donc il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de l'organisation générale du site, qui est évidemment très difficile à saisir, très difficile à expliquer, mais qu'il se passe quelque chose donc en fonction de cette distance au centre. Alors quand on fait la même chose, alors là c'est un peu inversé par rapport à tout à l'heure, donc là le centre ici, la périphérie ici, on voit que la fréquence du cheval s'accroît quand on va de la périphérie vers le centre, et on voit que, ce qu'on avait vu tout à l'heure, qu'il y a moins d'os droit au loin qu'au centre. Plus on va de la périphérie vers le centre, moins les os sont fragmentés. Donc moins, en fait, les os sont cassés, donc moins les animaux sont mangés. Et quand on regarde, alors je suis désolé de la complexité de ce schéma, mais là j'ai comparé le nombre de fosses par rapport au centre. Alors plus on s'éloigne du centre, plus on a d'espace, plus on a un nombre de fosses important. Dans cette zone centrale, donc de 45 mètres de diamètre, donc le nombre de fosses augmente. Et là on a le nombre d'os. Vous voyez que les dépôts d'os, en fait, ne suivent pas le nombre de fosses. C'est-à-dire que les os n'ont pas été déposés au centre, mais ont été déposés à la périphérie de cette zone centrale. Donc on a tous ces effets concentriques que j'ai résumés sur ce schéma. Donc le centre, la périphérie, la zone centrale, donc cette zone circulaire qui concentre le plus grand nombre de fosses, et sur laquelle j'ai pu répartir un certain nombre d'éléments de ces dépôts. Le vide, on n'a pas d'os, ensuite des squelettes, ensuite les crânes de bœufs, ensuite les carcasses, les crânes de chevaux, les mandibules de bœufs, etc., etc. Vous voyez qu'on a des choses qui se concentrent, qui dessinent en fait des couronnes plus ou moins larges. Vous voyez, celle des crânes de bœufs est très étroite, celle des mandibules de bœufs est beaucoup plus large, et qu'on peut faire correspondre à ces traitements, donc ces ossements qui sont issus de différents traitements, des durées différentes. C'est-à-dire quand on ne dépose rien, le traitement il est instantané. Déposer rien, c'est rien, c'est zéro. Quand on est de ce côté-là, on est du côté des préparations culinaires avec les amas d'ossements, les ensembles anatomiques, les mandibules de bœuf. Donc là, on a fait de l'abattage, de la découpe, de la cuisson, de la consommation, du rejet. Donc on est sur des préparations longues. Entre les deux, on a les carcasses. Carcasse, c'est un animal mort qui s'est décomposé, qu'on a mis dans la fosse. Et puis les squelettes, qui sont des cadavres qu'on a mis directement dans la fosse. Vous voyez qu'on a ici des pratiques qui sont assez longues, des pratiques plus courtes, des pratiques très courtes et des pratiques instantanées ou inexistantes. Donc on a quelque chose qui manifestement indique une gestion de l'espace du site qui distingue la zone centrale du reste, avec en périphérie beaucoup de pratiques alimentaires et en zone centrale des choses moins alimentaires, avec des carcasses décomposées ou des cadavres jetés entiers, puis
au milieu, rien. Alors, que faire de tout ça? Une comparaison avec des sanctuaires, par exemple. Alors, première comparaison, elle est d'ordre topographique ou géométrique. Je vous ai mis ici des sanctuaires avec les petits carrés qui désignent la dimension du fossé qui les délimite, parce que tous les sanctuaires qu'on connaît en Gaule, ils ont un fossé d'enclos, alors que Mormon, il n'y en a pas. Et donc, vous avez le module, souvent de l'ordre de 45 mètres à Gournay, que vous allez reporter ici, et qui vous donne quelque chose de l'ordre de la fosse, enfin de la zone centrale, qui a environ 45 mètres de diamètre également. Vous voyez qu'au Mormon, on est dans un espace beaucoup plus vaste, beaucoup plus vague aussi, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe dans toute la partie occidentale. Donc on n'a pas de limite, et on a déjà une surface considérable. L'autre grosse différence avec tous ces sanctuaires, c'est la durée de fréquentation. Ici le Mormon, et puis ici Gournay, quelques siècles. Puis Ouessant avec un dépôt caractérisé par une très forte sélection d'os d'épaule droite, de moutons, de bœufs et de porcs, qui lui dure plus d'1 millénaire et demi. Donc là, on est dans des durées de fréquentation de sanctuaires. Vous voyez qu'habituellement, on est de l'ordre de quelques siècles, 5, 6, 7 siècles sur ces sanctuaires, alors qu'au Mormon, c'est quelques saisons, quelques années. Et malgré tout, on a un nombre d'animaux, vous voyez, qui est bien supérieur à toutes ces accumulations sur des siècles des autres sanctuaires. Le dernier élément qui me gêne un peu pour l'interprétation sanctuaire, c'est le fait que tous les animaux soient à la fois trouvés dans des amas culinaires et dans des dépôts de squelettes ou d'animaux non consommés. Donc on a cette dualité de statut qui n'est valable nulle part ailleurs. Donc quelque chose qui pose problème vis-à-vis du sanctuaire. Parce que le sanctuaire helvète du Mormon, c'est quand même l'interprétation première qui s'est imposée lors de la découverte. Faut-il y voir un nouveau type de sanctuaire? C'est possible. Avant qu'on découvre les sanctuaires gaulois, on ne savait pas à quoi ressembler. On est quand même en archéologie confronté aux aléas des découvertes. On ne peut rien dire en fait de ce qui n'existe pas, puisqu'on peut le trouver le lendemain. Donc on a peut-être un nouveau type de sanctuaire, pourquoi pas. Mais je ne suis pas complètement convaincu, et moi j'agite d'autres hypothèses dans le contexte donc, de cette découverte, avec voilà, des campements, des bivouacs qui donnent lieu à des consommations massives, à des comportements pas toujours bien polissés. Là, il s'agit de choses assez récentes, d'un campement de Garibaldiens, d'un dépôt de la Grande Guerre du côté de Reims, d'un dépôt de boucherie allemande, donc avec un dépôt de crâne de bœuf. Donc on a des comportements comme ça. Il faut savoir aussi que dans les années dont je vous ai parlé, on a le passage des Cimbres et des Teutons dans la région. Quand on lit les textes à propos de ces gens-là, on n'imagine pas de sympathie de touristes. Donc il est possible aussi qu'on ait des gens qui aient fait des pillages, qui aient fait des prises d'otages, qui aient fait des exactions, qui étaient très nombreux, donc qui avaient besoin de manger, qui avaient besoin de lieux pour s'installer. Donc tout cela est possible. Mais évidemment, dans l'état actuel des données, avec pour l'instant ce que je vous ai présenté aujourd'hui, uniquement les restes animaux, on est dans un état d'avancement des travaux insuffisant pour proposer une hypothèse évidemment définitive quant à la nature de ce site. Donc, ceci dit, si vous avez des idées, je suis évidemment très intéressé. Merci.